Je suis responsable informatique à la SMAC et j'ai, comme beaucoup de responsables informatiques, des soucis de sécurité et de sauvegarde des données avec toutes les intrusions qu'on peut subir. Et vu en fait les contraintes que vous m'indiquez, crypter les données, gérer les habilitations, embêter nos utilisateurs à vouloir les changer tous les 3 mois, etc. Plus tous les outils qu'on doit mettre en place pour faire des firewalls, pour faire des sécurités. J'avoue qu'à un moment donné, en effet, à la SMAC, nous avons des moyens informatiques suffisants, je pense, pour pouvoir sécuriser l'ensemble de nos données, faire des cryptages, etc. Mais la question que je me pose est, est-ce que les collectivités locales de moyenne taille, en fait, ou petite taille, ont ces moyens, ont des moyens suffisants pour le faire? Et y a-t-il aussi des normes, en fait, que l'on doit respecter au niveau de la direction informatique sur les moyens qu'on doit entreprendre pour sécuriser l'ensemble des données sensibles? Alors, je peux réagir en pratique. Les normes, on se tourne beaucoup sur l'ANSSI, sur ce qui est prévu, le RGS, etc. Donc, je pense que là, la question, elle est un peu connexe vraiment au sujet de l'ouverture des données. En revanche, ce que je peux dire, c'est d'expérience. C'est une institution que je connais bien, qui n'est pas la mairie de Toulouse, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est une institution publique, avait son site internet qui était attaqué assez régulièrement, qui était scrappé pour avoir des informations, et qui s'est dit que justement en publiant les informations sur l'open data, il n'y aurait plus besoin d'aller scraper le site pour aller récupérer les données, et qu'on pourrait faire l'étanchéité entre ce qui était mis à disposition et puis le système d'information interne qui, lui, pourrait être largement verrouillé et sécurisé comme il se doit de l'être. Donc, vous voyez, on peut aussi se dire que diffuser de l'information, alors dans les règles qui doivent être respectées, bien sûr, peut aussi éviter de se faire trop attaquer par ceux qui aimeraient bien justement récupérer l'info qui est bien cachée quelque part. Je vais peut-être rajouter quelque chose avec les deux côtés. L'extrême qui va dans votre sens et puis de l'autre côté quelque chose qui se veut plus rassurant. On a parlé d'anonymisation des données et on a parlé sauvegarde. Si on anonymise les données, c'est uniquement celles qu'on publie ou celles qui sont dans les sauvegardes? C'est pas encore tranché, mais je ne sais pas si c'est perceptible pour tout le monde le travail que ça représente. Ça nécessite à tout le moins une vigilance sur au moment où on récupère les sauvegardes, où on anonymise bien les données qui devaient être anonymisées. Donc c'est vrai que ça va introduire des process compliqués. Par contre, dans la démarche qu'on a eue, alors je reviens un petit peu sur Open Data France, on a travaillé aussi en amont avec les éditeurs et on leur a fait comprendre qu'ils avaient intérêt à travailler avec nous bien en amont parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées, qu'on n'avait peut-être pas forcément besoin de refaire 3 fois. Je repense aux délibérations. Les délibérations, on sait bien que c'est un sujet qui est compliqué parce que jusqu'à présent, elles étaient libérées sous format PDF. Et dans un cadre très précis. Aujourd'hui, si on doit les libérer en open data, les éditeurs doivent réécrire leurs applicatifs. Et puis deuxièmement, la complexité, elle vient du fait aussi qu'une rue, c'est peut-être un nom de personne. Comment on fait? Voilà, donc je suis aussi confiant, là, encore une fois, sur notre capacité à travailler en amont, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps, à travailler en amont avec l'ensemble des partenaires et à ne pas rentrer dans une surenchère de surfacturation des éditeurs qui voudraient faire payer le bouton qui permettrait de libérer les données. Donc là, il y a un travail aussi important à faire au niveau des DSI entre eux et avec les éditeurs de logiciels et de solutions. On a compris qu'il y avait des délais à respecter. Qu'est-ce qu'on risque si on ne les respecte pas? Qu'est-ce que vous en pensez, madame, du côté d'Open Data France? Comment vous entendez une éventuelle rétorsion, un cadrage quant à ces dates à respecter? Alors on a encore un an pour que les 4500 collectivités qui sont dans le champ de la loi ouvrent leurs données, donc on n'y est pas du tout, clairement. Et puis, c'est vrai que une métropole de 700 000 habitants, elle a les moyens de le faire, même si les moyens sont petits. Puisqu'on est quand même, c'est 1,5 ETP, l'open data sur Toulouse Métropole, donc vous voyez, c'est quand même petit, même si derrière, il y a une DSI importante. Mais une commune, et je pense à Castelnaudary, qui a rejoint le mouvement il n'y a pas tellement longtemps, c'est 12 000 habitants, mais 12 000 habitants, ça reste petit, et c'est compliqué aussi pour eux, quoi. Et quand on descend, plus on descend vers la limite des 3 500 habitants,
plus, ça devient juste une montagne. Et alors, pour le coup, là, dans certains cas, on dit, bon alors, publions la liste des récup verts de la commune. Ben, la commune, elle prend un plan papier, puis elle dit, ben, récup vert, j'en ai un là, un là, un là, un là. Donc, grosso modo, c'est même pas informatisé au départ, quoi. Donc, vous voyez, on a aussi tout cet élément-là. Et l'open data, c'est publier ce qu'on a dans l'état dans lequel on l'a. Il faut aussi se mettre ça en tête, quoi. Et peut-être pour rebondir encore, il n'y a pas de, j'ai pas en tête moi de sanctions qui sont associées au non-respect de la loi. Donc je ne sais pas dire. En revanche, ce sur quoi on travaille, et on y travaille vraiment beaucoup avec Open Data France, on travaille en direction des éditeurs pour qu'il y ait justement dans les spécifications techniques, il soit bien prévu donc un bouton, on va dire, Open Data. Et puis en même temps, quand on leur parle, on dit prévoyez un bouton CNIL aussi à y être, donc, pour justement purger les données à caractère personnel. Mais sachez quand même que si vous ne mettez rien dans vos contrats, les éditeurs ils vont pas en faire la promotion des boutons en question. Donc il faut vraiment, ça c'est important, les clauses Open Data, on avait fait des modèles de clauses Open Data qui sont sur le site d'opendatafrance.net. Donc les clauses Open Data, c'est important. Profitez pour relire aussi vos contrats sur les clauses CNIL, avec tout ce qui concerne donc la protection des données à caractère personnel. Vérifiez quand vous mettez en place des outils SaaS, la localisation, enfin voilà tout ça. Donc relisez tous vos contrats sous l'angle données, et pas seulement juste Open Data, CNIL, etc. Vraiment, l'angle donné doit faire partie aussi des éléments qui doivent être pris en compte par les directions juridiques dans les collectivités. Alors Sandrine Maton se propose de relire tous vos contrats. Donc vous n'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, on a travaillé avec un éditeur d'outils de gestion, d'édition de marchés publics, puisqu'on a tous, enfin pas tous, mais certains d'entre nous ont des outils qui les aident à rédiger leurs consultations. On a travaillé avec un de ces éditeurs-là, avec Toulouse Métropole, pour que justement l'outil de gestion des marchés publics intègre dans le clausier des clauses Open Data et des clauses CNIL. Un représentant de communauté d'agglomération s'adresse à vous. Oui, merci. Jean-Michel Bernaboto, je suis directeur de cabinet d'une agglomération, celle de Blois, c'est 110 000 habitants. Et quand je vous écoute, je rêve pas du tout. On est bien dans le pragmatisme, c'est pas du tout un rêve. Maître, c'est vraiment quelque chose qui est très concret. Les seules difficultés que l'on rencontre, et c'est pour ça quand vous avez parlé de désilotage, ça m'a énormément intéressé, c'est que finalement, dans une collectivité telle que la nôtre, il n'y a pas de porteur réellement de ce genre de choses. C'est tellement presque... On a l'impression qu'on est comme M. Jourdain, on fait de l'open data depuis toujours dans les collectivités, sauf qu'effectivement, elle n'était pas si open que cela. Malgré tout, on est obligé de le faire maintenant. Youpi. Youpi. Simplement, moi, ce qui me gêne, je vais pas épiloguer, on pourra en discuter, j'imagine, après. Ce qui me gêne, c'est le fait de nommer, et là je m'adresse, Madame Delamure, à vous, le fait de nommer quelqu'un qui est le représentant de la CNIL dans une collectivité. Est-ce que finalement, ça n'empêche pas, est-ce que ça ne va pas empêcher ce désilotage, faire en sorte que tout le monde s'approprie ça, l'open data? Il ne faut pas qu'il y ait un noyau de 4, 5, 10 personnes dans la collectivité qui puissent s'en emparer. Il faut que ce soit, nous, c'est 1600 agents quand même, si on compte la ville, l'agglo, puisqu'il y a une grosse mutualisation entre les deux, et le CIS, qui est un centre intercommunal donc d'action sociale. 1600 agents, certes, on n'arrivera pas à embringuer tout le monde là-dedans, je le sais bien. Néanmoins, s'il y en avait un maximum, ce serait quand même formidable, parce que le désilotage, il passe par la réutilisation des données, vous l'avez dit. Donc, est-ce que ce représentant unique, il ne va pas être un petit peu l'empêcheur de tourner rond? Ou le pauvre, est-ce qu'on ne va pas être tout le temps en train de l'interpeller en lui disant « Dis donc, machin, j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit ?» Et puis, j'ai bien remarqué que vous ne vouliez pas donner votre adresse mail. Ok, alors déjà, petite correction sémantique. Le correspondant informatique et liberté et demain le délégué à la protection des données n'est absolument pas un représentant de la CNIL. Alors là, vraiment, j'insiste là-dessus. Le CIL, ce n'est pas l'œil de Moscou. Vraiment pas. C'est une personne qui est désignée en interne ou à l'extérieur de l'organisme. C'est un ami pour accompagner
l'organisme dans le respect de ses obligations légales. Donc il ne s'agit absolument pas de faire acte de délation ou autre, hein, vraiment pas. C'est quelqu'un qui est là pour accompagner l'organisme, pour le sécuriser juridiquement et créer avec lui de la confiance à l'égard des administrés et des employés. Première chose. Deuxième chose, l'open data, s'il implique donc les services du correspondant informatique liberté, qui a donc vocation, à part lorsqu'il s'agit de publier des menus de la cantine scolaire, et dans plein d'autres cas encore, a vocation quand même à être sollicité, ne sera pas seul, évidemment, mis dans la boucle pour prendre en compte tous les différents impératifs devant être intégrés dans la mise en œuvre de cette politique. Une autre personne qui est son pendant, la PRADA, la personne référente pour l'accès aux documents administratifs, devra également être mise dans la boucle pour s'assurer vraiment de l'effectivité aussi des objectifs assignés à l'open data. Et donner donc vraiment toute pour que soient pleinement satisfaits les objectifs poursuivis. Donc ce sera un contre-pouvoir. Le correspondant, le bon correspondant informatique liberté, doit être également diplomate. Il doit absolument prendre en compte les exigences en fait qui s'imposent à l'administration. Il ne s'agit pas de dire voilà il faut être plus royaliste que le roi ou de dire voilà il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est pas du tout l'objet. Il doit absolument concilier donc les exigences de la loi informatique liberté et les besoins et les moyens aussi du terrain. Donc le SIL n'interviendra absolument pas seul. Il y aura également le PRADA, également les services opérationnels. Bref, toutes les personnes vraiment qui vont être impliquées peu ou prou dans la mise en œuvre du projet ont vocation à être sollicitées et c'est extrêmement important. Voilà. Et le PAC, il sera prêt quand ? Alors oui, le PAC, effectivement, Oui. sur ce travail que vous faites en ce moment et qui doit déboucher sur une forme d'accompagnement des collectivités. Voilà, c'est quoi ce PAC ? Parce que moi, j'en vois dans les supermarchés, mais... Ce PAC de convention. Au-delà donc du terme, qu'on a voulu un peu fun, un peu sexy. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL a déjà adopté différents pacte de conformité depuis quelques années déjà. On a un pacte pour le logement social, un pacte pour le secteur assurance, un pacte pour la sphère sociale et médico-sociale qui intéresse d'ailleurs les collectivités territoriales. Et l'objectif poursuivi par la CNIL, en fait, était de décliner en des règles souples et opérationnelles les grands principes informatiques et liberté. Voilà, l'idée, c'était de créer du droit souple, appliqué, tenant compte aussi bien des exigences de la loi donc, que des besoins et moyens du terrain. C'est ainsi qu'ils ont été à chaque fois élaborés en étroite concertation avec les professionnels. Ce PAC donc chaque PAC de conformité comprend schématiquement des outils juridiques, à savoir des normes, autorisation unique, normes simplifiées, donc des normes adoptées par la CNIL pour permettre aux organismes qui les respectent en tout point de s'assurer de la conformité de leur traitement mis en œuvre à la loi, et puis également, jusqu'à présent, de bénéficier d'un allègement des formalités à réaliser auprès de la CNIL. C'était le premier point. Et en plus, ces PAC comprennent généralement des guides de bonnes pratiques qui viennent un peu expliciter la façon dont il convient de mettre en œuvre les différentes dispositions de ces outils juridiques. Pour l'open data, on sera sur quelque chose d'à peu près similaire, mais différent néanmoins, dans la mesure où il est, compte tenu du contexte en fait, de la multiplicité des jeux de données, des possibilités, donc, des différentes possibilités de recoupement d'informations, possibilités qui évoluent avec le temps, avec le contexte technologique, les avancées mathématiques, l'augmentation des puissances de calcul, tous ces algorithmes, bref, l'anonymisation évolue en permanence avec le temps, donc nécessairement, ce PAC sera construit donc, de façon progressive, avec des briques en fait, successives qui devraient être apportés, des contenus pratico-pratiques, donc je vous disais, sur des jeux de données en particulier, sur des techniques d'anonymisation précises également. Il y a déjà des briques dans ce PAC ?
Donc, on est en train donc là de les définir. Le collège NIC s'est réuni très récemment, le 5 octobre, et il y aura bientôt la publication d'un communiqué de presse sur le sujet. Donc, je ne peux pas trop m'étendre sur le sujet à ce stade, mais en tout cas, il est question donc de sortir quelque chose plutôt début 2018. Voilà. Mais début 2018, vous savez que ça va jusqu'à juin. Hein. Dans certains environnements. Juste deux petites choses, pardon. On a encore 5-7 minutes ensemble. L'ensemble des actes de cette journée, on me le précisait, sera publié donc dans la semaine juridique, édition Lexis. Voilà. Et peut-être les organisateurs y adjoindront de la vidéo, ces éléments de communiqué de presse, quelques discours ou topos que vous avez bien voulu tenir. Olivier Foucault, sur cette question de collègue. Je voulais juste rebondir sur la réflexion. Est-ce que l'open data, comme la GRU, comme d'autres sujets, ce n'est pas une opportunité de casser les silos? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas le CIL qui va le faire. Il faut qu'il y ait un chef de projet, il faut qu'il y ait un sponsor en interne. Le CIL est un accompagnateur pour border et sécuriser la démarche. Et vous le rattachez à quel service, Olivier Foucault? C'est la communication, c'est le DGS, c'est l'informatique, c'est le juridique, c'est où? Ça va varier en fonction des différentes collectivités. Mais je pense que le sponsor, ça doit être le mieux placé, le plus haut placé. C'est le DG, c'est le maire. Parce que sans portage d'une démarche de transformation avec accompagnement, légitimité dans l'accompagnement, voire autorité, vraiment en dernier lieu, ça ne marchera pas. Donc il faut bien sûr passer par le mode projet, la conduite de changement, expliquer, discuter, faire comprendre, mais aussi qu'on sente qu'il y a un portage fort, qu'il y a une volonté ferme et qu'on construit tous ensemble quelque chose de formidable. Je peux rebondir. Le bon chef de projet, déjà, c'est celui qui a envie. Ça paraît idiot, mais c'est vrai, quoi. Et quelque part, peu importe son service de rattachement. En revanche, il faut effectivement qu'il y ait une volonté politique et puis une volonté de l'administration du DGS pour que ça se fasse. Parce que s'il est tout seul, le pauvre, il n'y arrivera pas. Et puis pour désiloter, je pense qu'il y a des correspondants dans les directions métiers, le correspondant SIG, parce qu'il y a énormément de données SIG qui sont publiées, des correspondants SIL, s'il y en a, ou de toute façon, ils devront exister un jour, donc autant les utiliser. Les correspondants qui peuvent exister, donc, et les fonds dans un correspondant donné, et qui lui aussi fera ça, du SIG, de la data, de la protection des données à caractère personnel, pour que justement on ait ce désilotage. Et c'est une formidable opportunité à utiliser, un très bon prétexte, disons-le clairement, un très bon prétexte à utiliser pour travailler sur la qualité de la donnée, sur justement casser les silos et moderniser nos collectivités. Je vous propose, Madame Delamure et ces deux accompagnateurs, qu'on écoute une dernière contribution de la salle, ceux qui auront le dernier mot, puis après je vous ferai applaudir pour vous remercier de cette participation. Oui, juste pour réagir sur cette idée de désiloter, parce que c'est vrai que ça va être passionnant, ce grand chantier, et pour rebondir aussi sur cette idée de gouvernance de la donnée, parce que ça n'a pas été beaucoup mentionné, Luc Bello en a parlé au tout démarrage, mais cette notion, elle est clé. La gouvernance de la donnée, elle va se jouer à plein de niveaux, hein, que ce soit technique, juridique, financier. Moi, dans les contrats, parce que je parle pour ce qui me concerne, en tout cas juridiquement, il y a une possibilité d'instituer en tout cas des mécanismes de gouvernance de la donnée et ne pas oublier aussi cette collaboration qu'on peut instituer avec les délégataires. Je pense à des secteurs où ils sont vraiment en avance, je pense au transport par exemple. Sur Dijon, on a fait la première DSP mobilité, on a eu de vraies interrogations avec le délégataire sur cette idée de gouvernance de la donnée, comment on va gouverner la donnée mobilité, hein, ça va au-delà du transport, stationnement, ça inclut du coup la manière dont on perçoit la mobilité dans une ville. Sans l'aide d'un délégataire, tout seul, en considérant que nous on sait faire, on n'y arrivera pas. Donc à un moment, il faut inclure aussi les opérateurs partenaires, parfois aussi le citoyen, et je pense que ce sera l'avenir, hein, le citoyen sera aussi dans la gouvernance de la donnée, parce que faire tout ça aussi sans lui, ça n'a pas de sens. Donc à un moment, en tout cas, le contrat peut être un lieu, mais il n'y a pas que le contrat, hein, aussi pour instituer un peu de gouvernance.